Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger le TD numéro 3 associé au cours de physique quantique dont vous pouvez trouver également les vidéos sur cette même chaîne. Et comme d'habitude, si vous voulez l'énoncé du TD, vous pourrez le trouver dans un lien dans la description sous la vidéo. Alors ce TD porte sur les spins ennemis de diverses façons. Il y a d'abord un exercice sur l'orientation d'un spin ennemi, orientation dans l'espace géométrique, puis un exercice sur la mesure d'un spin et l'invariance par rotation, ensuite un exercice sur l'interaction d'un spin avec un champ magnétique, et enfin un exercice sur les états intriqués de deux spins. Vaste programme, alors on va sans doute découper cette vidéo en plusieurs, ce TD en plusieurs vidéos, pardon. Mais je vais commencer donc par le premier exercice sur l'orientation d'un spin ennemi. Donc on a un spin ennemi, je vous renvoie aux vidéos des cours pour voir un petit peu de quoi il s'agit, mais enfin l'exercice rappelle l'essentiel. Donc on considère un système physique du seul point de vue de son spin de valeur 1,5. Le spin correspond au moment cinétique intrinsèque du système, nous rappelle-t-on, qui ne peut prendre que deux valeurs, plus h bar sur 2 ou moins h bar sur 2. Ce sont les deux valeurs possibles de résultats possibles de la mesure de ce moment cinétique intrinsèque, et ceci quelle que soit la direction selon laquelle on mesure ce moment cinétique. Donc on voit tout de suite que le vecteur spin n'est pas directement un vecteur standard qui aurait des composantes bien définies sur les différents axes que l'on choisit. Donc il faut faire attention quand on hérite de notions classiques et qu'on cherche à voir comment elles se comportent dans le monde quantique. C'est toujours un peu délicat, c'est l'inverse qui se passe en réalité. Le monde est quantique, et de ce monde quantique émergent des comportements que l'on considère du point de vue, qui se manifestent d'une façon qui a toujours été interprétée classiquement sous la forme de telle ou telle, en termes de telle ou telle grandeur physique, parmi lesquelles il y a la notion de moment cinétique, il y a la notion de moment magnétique, qu'on verra un peu plus tard associé à ce moment cinétique. Mais donc, il faut faire attention à ne pas trop plaquer sur la réalité quantique des choses héritées de notre représentation du monde classique, parce que bien souvent, ça ne colle pas. Et justement, on va voir, avec cet exemple en particulier d'un spin ennemi, qu'il y a des comportements qui sont tout à fait standards dans le cadre de la physique quantique, mais qui n'ont pas d'équivalent direct ou qui sembleraient contredire une fausse interprétation, une fausse représentation qu'on pourrait plaquer sur cette réalité quantique. Donc quand on parle de vecteur spin, il faut faire très attention, ce n'est pas un vecteur au sens ordinaire. Et bon, on va préciser tout ça au fil de l'exercice. C'est un petit peu le but aussi de manipuler ces notions dans le cadre d'un TD. Alors, pour décrire cette situation générale, l'espace est rapporté à une base orthonormée directe IJK. Donc là, on parle bien de l'espace géométrique. Ce n'est pas l'espace des états du système, pas du tout. C'est l'espace géométrique qui est un espace euclidien à trois dimensions. On ne fait pas de relativité, donc espace euclidien à 3 dimensions, donc on prend 3 axes orthogonaux directs IJK, bien, on pourrait prendre d'autres, enfin en voilà 3. Et alors, on repère l'orientation d'un vecteur unitaire quelconque petit u, dans cette base-là, par les coordonnées sphériques θ et φ, donc vous savez comment on repère avec les angles sphériques une direction dans l'espace. On regarde d'abord l'angle que fait la direction en question, le vecteur unitaire par rapport à la verticale, au vecteur k, donc ça c'est θ, et puis ensuite si on projette u sur le plan IJ ici, eh bien l'angle entre I et la projection s'appelle petit φ. Donc voilà comment on repère une direction. Donc à chaque direction correspondent deux nombres, θ et φ, et θ, je le rappelle, θ est entre 0 et π, et φ se trouve entre 0 et 2π. Donc quand vous balayez toutes les combinaisons possibles de θ et de φ dans ces intervalles-là, vous allez balayer toutes les directions possibles, non seulement les directions, mais les directions et le sens. Cette direction n'est pas la même que celle qui est portée par la même droite, mais orientée dans l'autre sens. Bref. Ok, donc on repère l'orientation d'un vecteur unitaire quelconque petit u par les coordonnées sphériques, très bien. Alors, on note Sx, S indice X, S indice Y, S indice Z, les opérateurs associés à la mesure du spin selon les vecteurs I, J, K. Donc,
il y a ici 3 grandeurs physiques associées à la composante du spin suivant I, composante alors du spin, oui, du moment cinétique intrinsèque suivant I, ça c'est une grandeur physique et on la note Sx. Ça c'est, il y a une composante physique qui est la composante, pardon, une grandeur physique qui est la composante du spin suivant J et on la note Sy, et puis une autre grandeur physique, encore une autre, qui est la composante du spin suivant K et on la note Sz. Il faut bien comprendre ça, il y a 3 grandeurs physiques différentes. Alors, elles ont probablement des liens entre elles. On dit que c'est des composantes d'une même chose suivant 3 axes, mais faites attention à ne pas imaginer du coup qu'il y aurait une grandeur physique au sens ordinaire qui serait le vecteur dont les composantes sont ces grandeurs physiques. Ce qu'on a là, ici, ce sont 3 grandeurs physiques qui sont la composante suivant x de quelque chose, qu'on appelle le spin, la composante suivant y de la même chose, et la composante suivant z de la même chose. Ça ne fait pas de la chose en question une grandeur physique en tant que telle, mais les composantes en sont. Et si vous avez vu le cours, ou si vous vous souvenez d'un autre cours sur le sujet, vous savez que ces composantes peuvent être, par exemple, mesurées, au sens quantique du terme, via une interaction avec un dispositif, un instrument de mesure, peuvent être donc mesurées par un appareil de Stern-Gerlach, qui est d'ailleurs l'appareil qui historiquement a révélé l'existence de ces grandeurs physiques. Donc, les grandeurs physiques sont les composantes dans une direction donnée, enfin ce qu'on appelle la composante dans telle direction du spin. Bien. Ou du moment magnétique qui lui est associé. Alors, ces opérateurs sont donnés dans le cas du spin 1,5 par Sx égale h bar sur 2 sigma x. Alors ici elle est notée sigma x. Alors il va s'agir de... ça va être la matrice de Pauli si on la représente dans une certaine base. Donc Sx c'est sigma x, Sy c'est h bar sur 2 sigma y. Donc ça ce sont des matrices particulières. Donc c'est juste... S, c'est juste h bar sur 2 fois ces matrices-là, et Sz, c'est h bar sur 2 sigma z. Très bien. Et du coup, de façon générale, on va définir la composante, donc ça c'est la composante du spin suivant x, ça suivant y, soit suivant z. On va noter la composante du spin dans la direction u. Donc ça, ce serait suivant petit i, ça c'est suivant petit j, suivant petit z, et bien suivant petit u, et bien ça s'obtient de manière générale comme, alors on peut le noter formellement comme ceci, sigma scalaire u, et ce qu'on entend par là, donc c'est vraiment juste une notation en réalité, ce qu'on entend par là, c'est juste plus pratique de l'écrire, c'est h bar sur 2 sigma x fois ux, plus, je vais l'écrire ailleurs, ce sera plus clair, parce que là c'est vraiment important de comprendre qu'il ne s'agit que d'une notation, évidemment, qui pointe le fait qu'il y a une notion de direction dans l'espace associée à ce spin. C'est pas par hasard qu'on parle de composante, c'est précisément en le sens qu'on va découvrir avec ce TD. Mais donc, alors, voilà, c'était que le début de l'expression, donc la composante du spin dans la direction U, ça s'écrit formellement comme ce produit scalaire, et ça veut dire que c'est égal à h bar sur 2 composante du spin suivant x fois u indice x, c'est-à-dire la composante de u suivant la direction x. Ce i, j'aurais préféré en fait l'appeler ux, le j, uy et le k, uz. Bon, on va garder les notations de l'énoncé, qu'elles se tiennent. Donc c'est sx fois ux, plus sy fois uy, h bar sur 2 en facteur partout, plus composante suivant z fois uz. Donc comme si on faisait effectivement le produit scalaire entre un vecteur qui a pour composante sx, sy, sz, mais attention, c'est pas un vecteur ordinaire au sens où ça, ce n'est pas un nombre, mais un opérateur lui-même, qui agit dans l'espace du spin,
dans l'espace des états de spin, et puis, donc, comme si on faisait le produit scalaire entre un vecteur qui aurait pour composante Sx, Sy, Sz, et un vecteur qui a pour composante Ux, Uy, Uz, par définition, c'est petit u. Ok. Hein, donc, U, c'est UXI plus UYJ plus UZK. D'accord ? Ce sont vraiment les composantes du vecteur unitaire qui pointe dans la direction U. Ok, alors, on démarre. Petit a, exprimer UX, UY, UZ en fonction de θ et phi dans cette base, ce vecteur-là. Alors, vous savez tous, hein, UX, c'est quoi? C'est U scalaire I. Hein, donc, d'abord, vous projetez là-dessus, et vous avez cette longueur-là de O à H qui vaut... La longueur du vecteur unitaire, c'est 1. Donc, 1 fois le sinus de cet angle-là. Hein, cette distance-là, c'est rien que ça. Donc, c'est sin θ. Et ensuite, vous projetez sur x, donc ça fait sin θ fois cos phi. Hein, donc, on a effectivement ux qui vaut sin θ cos phi. Donc, ça, c'est juste la coordonnée suivant x du vecteur u. De la même façon, uy, eh bien, c'est x, c'est 1 fois sin θ fois sin phi cette fois. Donc, sin θ, sin phi. Et uz, eh bien, c'est simplement la projection sur l'axe z, c'est-à-dire la norme de u fois cos θ, et la norme de u, c'est 1. Donc, voilà. OK. Voilà qui est sympathique. Alors, c'était le petit a. Petit b. Donner la représentation matricielle des opérateurs Sx, Sy, Sz dans la base plus z moins z. Donc, on choisit une base de l'espace des états de spin. Alors attention, on n'est plus du tout dans l'espace géométrique, on est dans la base, on est dans l'espace vectoriel des états de la particule de spin admis, qui est le système quantique que l'on considère. Donc à chaque système quantique est associé un espace des états, qui se trouve être un espace vectoriel, puisque, comme vous le savez, le principe de combinaison implique qu'on puisse faire toutes les combinaisons qu'on veut entre les états du système. Donc, l'ensemble des états possibles forment un espace vectoriel. Alors, dans le cas d'un spin admis, cet espace vectoriel est de dimension 2. Par conséquent, on peut trouver une base formée de 2 éléments. Alors, on choisit une base orthonormée, donc des 2 vecteurs qui sont de norme 1 et qui sont orthogonaux entre eux. Et donc, on les appelle plus z, moins z. Alors, lesquels? Ceux qui sont valeurs propres de Sz. Donc, ça, ce sont, vecteurs propres de Sz. Donc, ce sont les vecteurs propres de Sz associés aux valeurs propres h bar sur 2 pour celui-ci et moins h bar sur 2 pour celui-là. Hein. On a dit dès le début que les opérateurs composants du spin dans une certaine direction ne peuvent prendre que 2 valeurs bien définies, h bar sur 2 ou moins h bar sur 2, ou bien pas avoir de valeur du tout si c'est des combinaisons linéaires de ces vecteurs qui ont une valeur bien définie. Et donc, en l'occurrence, il y a... Excusez-moi, ça sonne, je fais une petite pause. Alors, je reprends après cette interruption. Excusez-moi. Donc, où en était-on? Exprimer ux, y, ça c'est fait. Alors, donner la représentation matricielle des opérateurs Sx, Sy, Sz dans la base plus z moins z correspondant au vecteur propre de Sz avec ces valeurs propres-là. En déduire la représentation matricielle de Su dans cette même base. Ah oui, là, donc là, je suppose qu'on nous demande simplement de savoir, hein, donc je vous renvoie au cours pour cela, que la matrice de Pauli, donc on a vu que Sz, c'était h bar sur 2 fois sigma z, et donc sigma z, alors par définition, la matrice Sz dans la base de ses propres vecteurs propres, eh bien, c'est bien sûr une matrice diagonale. Sz appliqué à plus z, ça donne h bar sur 2 lui-même, donc voilà, et Sz appliqué à moins z, ça donne moins h bar sur 2 fois lui-même, donc voici la matrice qui représente Sz, l'opérateur Sz dans cette base-là, hein, qu'on peut réécrire évidemment h bar sur 2
fois la matrice 1, 0, 0, moins 1. Et ceci est justement la matrice qui donc est sigma z représentée dans cette base-là. Et c'est également celle qu'on avait notée, sigma 3, la troisième matrice de Pauli, donc la matrice diagonale 1, moins 1. Alors, donc, dans l'esprit de l'exercice, je pense qu'il s'agit de savoir que dans la même base, l'opérateur Sx, dont on a rappelé ici qu'il s'écrivait h bar sur 2 sigma x, avec ici un opérateur qui, lorsqu'on le représente dans la base plus z moins z, prend la forme de la matrice de Pauli qu'on avait appelée sigma 1 et qui n'est rien d'autre donc que la matrice 0, 1, 1, 0. Hein, donc voici Sx, c'est h bar, 0, h bar sur 2, h bar sur 2, 0. Et pour Sy, eh bien c'est h bar sur 2 sigma y, où sigma y est l'opérateur qui, dans toujours la même base des plus z moins z, c'est-à-dire la base des vecteurs propres de sz ou de sigma z, de sigma 3, s'écrit, donc c'est la matrice de Pauli numéro 2, on avait noté sigma 2, qui s'écrit donc 0 moins i 0. Voilà, donc on a les trois matrices qui représentent dans la base plus z moins z l'opérateur composante du spin suivant x, composante du spin suivant y et composante du spin suivant z. Et à partir de ces trois matrices, on peut donc former la matrice qui représente cet opérateur-là, qui n'est rien d'autre qu'une combinaison linéaire des opérateurs Sx, Sy, Sz. Donc il suffit effectivement maintenant d'écrire la représentation matricielle de Su, donc de S dans la direction U, de la composante U du spin, comme la combinaison linéaire des représentations matricielles de Sx, Sy et Sz dans cette même base. Donc on a h bar sur 2, facteur de... Alors on va avoir Ux, donc Ux, je vais effacer, Ux c'était cos θ cos phi, vous vous souvenez, Uy c'est cos θ sin phi. Ah non, c'est l'inverse. C'est sin θ ici et cos θ là. Pardon. Voilà le vecteur U. Donc Ux c'est ça, alors fois Sx c'est celle-ci. Le h bar sur 2 je l'ai déjà mis en facteur. Ah, pardon. Pourquoi j'ai mis h bar sur 2 là? Oui, non, enfin, je ne sais plus comment j'ai été amené à faire ça. Enfin, il est déjà là-dedans, le h bar sur 2, hein, donc il n'y est pas deux fois. Donc, excusez-moi, voilà. Donc, on a juste Sx, c'est-à-dire cette matrice, h bar sur 2 que je mets en facteur, cette matrice-là multipliée par ça. Donc, on a... allez, je vais les écrire les trois. Donc, on a sin θ cos phi, sin θ cos phi, d'accord, plus, à nouveau h bar sur 2, sin θ sin phi fois cette matrice-là, donc 0 moins i sin θ sin phi, ici i fois sin θ sin phi et 0, donc voilà la deuxième composante, et pour la troisième composante, on a plus h bar sur 2, fois, donc Sz fois Uz, alors Sz c'est à nouveau donc h bar sur 2 fois sigma z cette fois qui est la matrice diagonale 1 moins 1 et Uz c'est cos θ, donc on a cos θ 0, 0 moins cos θ. Donc voilà la matrice qui dans la base des plus z moins z représente l'opérateur composante du spin dans la direction U. Alors, il suffit de faire la somme de ces matrices. Évidemment, c'est la somme des coefficients. Et donc, on a h bar sur 2, facteur de... Alors, ici, il y a juste lui, donc c'est facile, on a cos θ. Ici aussi, il y aura juste lui, donc moins cos θ. Et puis, alors, mettons, ici, on a sin θ cos phi plus i sin θ sin phi. Donc, on a sin θ, facteur de
cos phi plus i sin phi, et cos i plus i sin phi, c'est e puissance i phi, n'est-ce pas? E puissance 1. I phi, c'est cos phi plus i sin phi, donc on y est. Et ici, on a également sin θ en facteur, fois cos θ moins cos phi moins i sin phi, c'est-à-dire e puissance moins i phi cette fois. E puissance moins i phi. Donc voilà, en fait, la matrice qui représente dans la base des plus z moins z la grandeur physique composante du spin dans la direction U. Ok? Alors c'est sympathique, ici vous voyez que sur la diagonale on a des termes réels et sur les éléments non diagonaux, ici on a ce terme-là qui est le complexe conjugué de celui-là. Par conséquent, cette matrice est une matrice hermitienne, elle est égale à sa transposée conjuguée, donc cet objet-là est bien un opérateur hermitien, ce qui n'est pas une surprise dès lors que chacun de ces opérateurs-là, les trois matrices de police, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sont hermitiennes, donc sont associées à des grandeurs physiques, effectivement. Si vous faites une combinaison linéaire de matrices hermitiennes, évidemment, la matrice résultante sera également égale, si je puis dire, à sa transposée conjuguée, c'est-à-dire à son adjoint. Donc voilà, et voilà la matrice qui représente, dans la base en question, la composante suivant U du spin. Très bien. Alors, on souhaite montrer que les vecteurs plus U et moins U, qui sont donnés ici, correspondent bien aux états spin-up, entre guillemets, et spin-down dans la direction U. Alors, en passant en représentation matricielle et à l'aide de quelques formules simples de trigonométrie, montrer que plus U et moins U sont effectivement vecteurs propres de cet opérateur pour les valeurs propres plus 1,5, plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2. Alors on va le faire. Donc on a cette matrice-là. Alors on pourrait nous demander trouver les vecteurs propres de cette matrice. Il n'y a pas de difficulté particulière. On a fait des exemples dans les TD précédents. Il faut trouver les valeurs propres, on diagonalise, on trouve les vecteurs propres. Et enfin bon, voilà, c'est faisable, il faut calculer un petit peu, mais il n'y a aucune difficulté. Alors là, vu que ce n'est pas le but de ce TD-ci, la diagonalisation et les recherches de vecteurs propres, on l'a fait dans le TD d'avant, donc là, on nous donne les vecteurs propres en question et on nous demande de vérifier qu'ils le sont quand même, c'est la moindre des choses. Alors, plus U, on nous dit que... Donc ça, c'est censé représenter l'état d'une particule qui aurait, dans la direction U, une valeur bien définie de cette grandeur physique qui serait plus h bar sur 2. Alors, on nous dit, on nous propose que ce serait ce vecteur-ci, plus sin θ sur 2 e puissance i phi moins z. Donc comme n'importe quel vecteur d'état s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs de base, quelle que soit la base, en l'occurrence dans cette base-là, il existe certains coefficients grâce auxquels on peut, qui permettent d'exprimer le vecteur dont on parle sur cette base-là. Donc, alors on nous propose celle-là et on nous demande de montrer que ça, c'est bien un vecteur propre de cette matrice, de cet opérateur, avec la valeur propre h bar sur 2. Très simple, on va le vérifier, on va appliquer ça à ce vecteur-là. Alors ceci exprimé sous forme de vecteur colonne dans la base plus moins, plus z moins z, c'est simplement le vecteur colonne cos θ sur 2 et sin θ sur 2 puissance i phi. Voilà le vecteur colonne. Donc il s'agit de faire le produit de cette matrice par ce vecteur colonne, et alors on obtient quoi? Donc on le fait en représentation matricielle. Alors il y a certes un h bar sur 2, sans aucun doute. Et puis ensuite, alors ça fois ça, plus ça fois ça, ça va donner la première ligne. Alors ça fois ça, donc cos θ fois cos θ sur 2, plus ça fois ça. Alors vous voyez que le e puissance moins i phi fois e puissance i phi, ça va faire e puissance 0, c'est-à-dire 1. Et donc il reste ici plus sin θ sur 2. Et là, alors maintenant, pour la deuxième ligne, on a ça fois ça, plus ça fois ça. Donc sin θ cos θ sur 2 e puissance i phi,
plus ça fois ça, donc moins cos θ sin θ sur 2, E puissance phi également. Voilà, pardon, c'est pas super clair. Ok. Et non, je ne vais pas l'effacer, j'en aurai besoin pour le prochain vecteur propre. Donc, alors là, maintenant, on fait un peu de trigonométrie. Je vous rappelle que cos A, cos B, plus sin A, sin B, ça, c'est cos A, cos B. Ça, c'est cos de A moins B, n'est-ce pas? Donc ici, je reconnais en fait cos de θ moins θ sur 2. Donc cos de θ sur 2. Et je vous rappelle ensuite que sin A, enfin, que cos, non, pardon, que sin de A moins B, c'est sin A cos B moins sin B cos A. Et donc on reconnaît ici, alors il y a E puissance phi en facteur. Et sinon on a donc sin θ cos θ sur 2 moins cos θ sin θ sur 2, c'est-à-dire sinus de θ moins θ sur 2, c'est-à-dire sinus de θ sur 2. Et si tout va bien, ce vecteur-là n'est rien d'autre que celui-là. Voilà. Donc effectivement, quand on applique à ce vecteur-là cette matrice-là, on trouve le même vecteur multiplié par h bar sur 2. C'est la définition d'un vecteur propre pour cet opérateur associé à la valeur propre h bar sur 2. Donc oui, ça, c'est bien un vecteur propre associé à la valeur propre h bar sur 2. C'est bien l'état qui correspond à une composante de spin égale à valeur bien définie, égale à h bar sur 2 dans la direction U. Très bien. Alors maintenant, on va faire pareil avec le vecteur moins qui nous est proposé. Et on va trouver qu'il est vecteur propre avec la valeur propre moins h bar sur 2. C'est le but du jeu. Donc la différence ici, c'est qu'on a sin θ sur 2. En fait, je vais écrire dessus. Donc le moins là, c'est censé être... Enfin, on nous propose que ce soit sin θ sur 2 moins cos θ sur 2 fois E puissance phi. Et donc c'est juste... c'est le cos qui devient sin et le sin qui devient moins cos. Donc, comme si on dérivait en fait. Enfin non, c'est moins la dérivée. Enfin bon, bref. Voilà. Alors du coup, si on fait ça fois ça, alors bah, c'est pareil, on remplace le cos ici par un sin et le sin par un moins cos. Moins cos, bon, c'est pas très joli. Et puis ici, donc on a voilà sin θ fois donc sin, toujours pareil, hein, on remplace le cos par un sin, c'est ça, sin θ sur 2. Et alors là on a moins, hein, donc on remplace le sin par un moins cos, donc ça fait plus avec le cos θ sur 2. C'est bien le cos. Voilà, et puis on récupère nos formules trigonométriques. Cos A sin B moins sin B cos A, ça fait sinus de... Alors attention, hein, ça fait sinus de θ sur 2 moins θ. Hein. D'accord ? Sinus de A moins B, c'est sin A cos B moins sin B cos A. Donc ici, on a donc le A, c'est le θ sur 2. Donc ça fait sinus de θ sur 2 moins θ, ça fait donc moins, enfin sinus de moins θ sur 2, donc moins sinus de θ sur 2. Et là, on a sin plus cos, ça c'est bien cos de l'un moins l'autre. Alors peu importe dans quel sens, parce que cos de moins x, c'est moins cos, cos de moins x, c'est cos de x, donc ça fait bien cos de la différence, c'est-à-dire de θ sur 2. Donc on a ici cos θ sur 2 et toujours E puissance phi. Et là, eh bien, vous voyez que ce vecteur-là n'est rien d'autre que l'opposé de celui-ci. Par conséquent, ça c'est bien moins h bar sur 2 fois le vecteur lui-même. Sin θ sur 2, cos θ sur 2, puissance phi. Bon,
aucune difficulté, on nous a donné ces vecteurs propres, il suffit juste de vérifier qu'ils l'étaient bien avec les valeurs propres dites, c'est le cas, donc on est content, on a deux vecteurs propres associés à l'opérateur qui représente la grandeur physique composante du spin dans la direction U, et ils sont donc celui-ci et l'autre qu'on avait écrit juste après. Très bien. Alors vérifiez également que ces vecteurs sont correctement normalisés. Alors est-ce qu'effectivement, quelle est la norme de ce vecteur? Alors on peut y aller pédantement en écrivant la norme comme ceci. En écrivant le bras associé à ce vecteur-là, ce serait quoi le bras ici? Alors, sinon, évidemment, tout de suite, hein, puisque ça, c'est une base orthonormée, plus z moins z, la norme de ce vecteur-là, c'est juste la somme des modules au carré des coefficients, hein, donc ça fait modulo carré de sin θ sur 2, plus modulo carré de moins cos θ sur 2 puissance i phi. Et ça, évidemment, le module de ça, c'est 1, et donc là, on a sinus θ sur 2 au carré, c'est un réel, plus cosinus carré de θ sur 2, et donc sin carré plus cos carré de n'importe quoi, ça fait 1, et donc c'est bien normé. Alors juste, si on... Donc c'est réglé, et pareil pour l'autre, hein, je ne le réécris pas. Si on veut juste s'entraîner à travailler un petit peu avec les bras et les quêtes, hein, vous pouvez écrire le bras associé à moins ici, alors donc il faut retourner les quêtes en bras, mais passer au coefficient complexe conjugué, bien sûr. Hein. Donc ça fait sin θ sur 2, parce que le complexe conjugué de sin θ sur 2, c'est lui-même. Ça, moins cos θ sur 2, c'est le complexe conjugué lui-même. Par contre, le complexe conjugué de puissance i phi, c'est de puissance moins i phi. Et donc on passe du quête au bras. Donc voilà le bras moins uz, et tout ça, il faut l'appliquer à lui. Bon, je ne le réécris pas, mais donc si on le fait comme ça, ensuite on développe le produit, et vous allez avoir un terme plus avec le plus ici, donc ça va vous faire sin carré θ sur 2. Ensuite, plus avec le moins, comme plus et moins c'est une base orthonormée, ça fait 0. Et puis après le terme moins fois plus, enfin moins appliqué à plus, le bras moins appliqué au quête plus, ça fait 0. Et il reste le bras moins à côté, appliqué au quête moins, avec moins moins ici, ça va faire donc cos θ, enfin ça veut dire ça fois ça. Et donc puissance i phi fois puissance moins i phi, ça fait 1. Et donc on retrouve évidemment la même chose, hein, c'est de façon générale. On retrouve 1. Bon, c'est une autre façon si vous voulez vous entraîner un petit peu avec les bras. Donc faites pareil pour l'autre vecteur propre. En tout cas, oui, ils sont bien normalisés. Alors, si j'allais dire, on ne nous demande pas de montrer qu'ils sont orthogonaux. Bon, on ne nous le demande pas la question d'après, mais à la suivante encore, donc on va attendre un peu, on va patienter. À partir des expressions générales de plus u et moins u, donc celle-ci et puis la précédente, en déduire les expressions des états plus x et moins x plus y et moins y correspondant aux états spin-up et spin-down dans les directions X, Y, O, Z. Ah oui, alors, dans le TD précédent, TD numéro 2, on avait calculé directement les espaces, les vecteurs propres associés aux composants du spin dans la direction X, dans la direction Y. Alors, bon, bah, c'était bien, on avait fait en résolvant directement, enfin en travaillant directement sur cette composante. Là, on a en fait l'expression des vecteurs plus et moins. Alors je vais les réécrire. Cos θ sur 2 et plus sin θ sur 2 puissance i phi. Là, on les a dans le cas général. La moindre des choses, c'est que le cas général fonctionne dans tous les cas particuliers. Alors, vu qu'on avait fait 2 cas particuliers dans le TD d'avant, on va au moins vérifier qu'il fonctionne sur ces 2 cas particuliers. De toute façon, on vient de le vérifier dans le cas général, que c'était ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce que ça donne, donc, lorsque U n'est rien d'autre que la direction I, hein, c'est-à-dire le UX, hein, quand ça pointe dans la direction des X croissants. Alors, à ce moment-là, ce vecteur-là a pour coordonnées ça correspond à quel θ? Donc c'est θ égale pi sur 2 et phi égale 0, hein, par une définition des angles θ et phi. Alors si θ vaut pi sur 2, eh bien, oui, si θ vaut pi sur 2,
θ sur 2 vaut pi sur 4, et sinus de pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2. Donc on va avoir plus dans la direction x, c'est-à-dire dans la direction petit i en fait, qui est égal à, alors suivant plus z, on a dit que ça valait 1 sur racine de 2, hein, sinus de pi sur 4, et ici ça fait, pourquoi moins? Ah oui, c'est parce que c'est le moins, pardon, donc c'est celui-là qu'il faut regarder, bon, bah, fort heureusement ça ne change rien, cos de pi sur 4 c'est aussi 1 sur racine de 2, et plus sin de pi sur 4, donc 1 sur racine de 2 aussi, e puissance i phi, mais phi c'est 0, donc juste 1, moins z. Et donc si vous vous souvenez de ce qu'on avait trouvé, on retrouve effectivement la même chose, bien sûr, le vecteur plus x, développé dans la base plus z moins z, a pour composante 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, et c'est bien un vecteur normé, hein, la norme de ça au carré, enfin ça au carré plus ça au carré, ça fait 1. Et pareil pour moins indice x, et bien on trouve, alors cette fois c'est celui-là, et donc on trouve 1 sur racine de 2, sinus de pi sur 4, moins 1 sur racine de 2, et toujours la puissance i phi qui fait 0. Bien. Voilà. Alors, et maintenant, si u égale j, et donc on va regarder ce que ça donne pour les vecteurs plus et moins dans la direction j, c'est-à-dire suivant u, y. Alors, si u égale j, alors j correspond à θ égale pi sur 2 également, mais cette fois phi égale pi sur 2 aussi. Donc on a θ sur 2 qui vaut à nouveau pi sur 4, donc les cos et les sines sont toujours des 1 sur racine de 2. Alors simplement maintenant, on a e puissance i phi, qui est e puissance i pi sur 2, et e puissance i pi sur 2, c'est petit i. Donc il faut simplement ajouter ici i, et là aussi. Donc voilà les vecteurs qu'on trouve. Et ça, donc si on les écrit en vecteur colonne, c'est donc 1 sur racine de 2, 1 i, et 1 sur racine de 2, 1 moins i. Voilà, celui-là, celui-là, celui-là. Et ça, c'est ce qu'on avait trouvé l'autre fois. Je vous invite à regarder si vous avez des doutes. Enfin, il n'y a pas de doute, ça ne peut pas être autrement, hein. On a le cas général, donc évidemment, ça donne ce qu'il faut dans les cas particuliers. Ok, et alors la dernière question de cet exercice, c'est vérifier également que ces vecteurs plus u et moins u sont orthogonaux. Alors ça, c'est quelque chose de très général aussi, et donc c'est vraiment important de l'avoir compris, assimilé, intégré. Si vous avez deux vecteurs propres dans un espace vectoriel quelconque, si vous avez donc les deux vecteurs propres, donc pour une matrice hermitienne, un opérateur hermitien auto-adjoint, deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes, alors ils sont nécessairement orthogonaux. Donc lui, on a vu qu'il était associé à la valeur propre moins h bar sur 2. Lui, il est associé à la valeur propre h bar sur 2. Ce sont deux valeurs différentes. Ils doivent être orthogonaux, c'est obligatoire. Si vous ne trouvez pas qu'ils sont orthogonaux, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc ça, c'est important aussi pour repérer des erreurs. Si vous avez des vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes, ils doivent être orthogonaux. Alors vérifions-le. Si on fait ça scalaire ça, alors on peut le faire soit en passant au bras et puis en faisant les produits comme on a vu, soit simplement en écrivant directement les vecteurs sous forme de vecteurs colonnes dans la base plus z moins z. Donc ça, celui-là, c'est sin θ sur 2 moins cos θ sur 2 puissance i phi. Celui-ci, c'est cos θ sur 2 sin θ sur 2 puissance i phi. Et si vous faites ça scalaire ça, alors attention, c'est un produit hermitien, hein, donc c'est le complexe conjugué de ça fois ça, plus le complexe conjugué de ça fois ça. Hein. Alors le complexe conjugué de ça, ça va être moins cos θ sur 2 e puissance moins i phi. Hein, c'est pour ça que si vous faites le produit du complexe conjugué de ça par ça, ça va vous faire moins cos θ sur 2 fois sin θ sur 2, et e puissance moins i phi fois e puissance i phi, ça fait 1. Donc ici vous avez sin θ sur 2 cos θ sur 2, moins cos θ sur 2 sin θ sur 2, et ça fait effectivement 0. Comme il se doit, ça ne pouvait pas être autrement. Ok, bah ça clôt le premier exercice, donc c'est bien, on va enchaîner le deuxième tout de suite. Ça va peut-être s'arrêter là.
Ok. Alors, exercice 2, mesure du spin et invariance par rotation. Oh là là. Bon, bref. Alors, on considère que notre système est initialement préparé dans l'état spin-up selon la direction U. Donc, on démarre dans l'état plus indice U. Donc, c'est le vecteur propre de l'opérateur composante du spin dans la direction U associé à la valeur propre plus h bar sur 2. Donc, il a une valeur bien définie de cette grandeur physique composante du spin dans la direction U, et cette valeur bien définie, c'est plus h bar sur 2. Repéré par les angles θ et φ, ok, comme tout à l'heure, et on cherche à le mesurer selon une autre direction. Donc on le prépare, on sait qu'il est dans cet état-là, mais on veut le mesurer dans la direction U'. Évidemment, si on le mesurait dans la direction U, on obtiendrait h bar sur 2 à tous les coups, puisqu'il a une valeur bien définie pour cette composante. Mais il n'a pas nécessairement une valeur bien définie pour une autre composante, pour une autre grandeur physique. Et de fait, il ne peut pas avoir une valeur bien définie, on le verra tout de suite en fait. Et on l'a vu dans le cours bien sûr, mais... donc on est dans cet état-là, et on veut mesurer la composante S indice U' pour un autre U' qui est repéré par les angles solides θ', φ'. Enfin, quand j'ai écrit ça comme ça veut dire que il est repéré dans l'espace à 3 dimensions Ux, Y, Z par ces angles-là. Voilà. Alors l'objectif est de trouver la loi générale qui décrit les probabilités de trouver le résultat spin-up ou spin-down selon U' en fonction de l'angle alpha correspondant, enfin c'est l'angle entre U et U'. D'accord, c'est-à-dire que U scalaire U', c'est la norme de U fois la norme de U' fois le cosinus de l'angle. La norme de U et la norme de U', c'est des vecteurs unitaires. Donc ça, c'est cos alpha. On dit alpha, c'est arc cosinus de U scalaire U'. Bien. Donc on voudrait savoir la probabilité d'obtenir h bar, quand on mesure cette grandeur-là, alors que le système est dans cet état-là. On sait qu'on peut trouver qu'il n'y a que 2 valeurs possibles qu'on peut trouver, puisque toutes ces observables-là ne peuvent avoir que 2 valeurs bien définies. Soit h bar sur 2, soit moins h bar sur 2. La question, c'est quelle est la probabilité d'obtenir celle-là et quelle est la probabilité d'obtenir celle-là. Ok? Alors, petit a. De quelle manière a-t-on pu préparer le spin dans l'état où il pointe dans la direction U? Donc, on nous dit qu'on a un système dans cet état-là, mais comment on le sait? Comment on peut en être sûr? Alors en fait, il n'y a qu'une seule façon de... Enfin, me semble-t-il, oui. Il n'y a qu'une seule façon de faire ça, c'est de mesurer le spin dans la direction U du système et de sélectionner... Donc il peut y avoir 2 réponses possibles, soit ça, soit ça. Donc vous mesurez SZ... Pardon, non pas SZ, mais SU justement. Vous mesurez dans la direction U, aléatoirement suivant l'état du système initial que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez l'état du système, vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas, comment ensuite être sûr que vous pouvez fabriquer un système dans cet état? Eh bien, vous mesurez la composante suivant U de son spin, et il peut y avoir 2 réponses possibles. Soit ça, soit ça. Et le point clé, dans l'interprétation de Copenhague, ou bien de manière plus générale en physique quantique, de manière effective, si vous trouvez ce résultat-là, alors dorénavant, vous pouvez faire comme si le système était effectivement dans cet état-là, puisque dans toutes ces occurrences ultérieures, il va se manifester comme s'il avait été dans cet état-là. Donc, de fait, il est dans cet état-là, en pratique. Donc vous mesurez cette grandeur-là. Si vous trouvez h bar sur 2, alors vous savez que vous avez le système dans l'état que vous voulez. Si vous trouvez moins h bar sur 2, eh bien vous laissez tomber le système et vous gardez que les autres. Donc en faisant la mesure de la composante U du spin, vous pouvez fabriquer le système dans l'état que vous souhaitez, soit celui-là, soit celui-là. Et vous choisissez, enfin vous prenez celui que vous voulez. Alors évidemment, si maintenant vous voulez fabriquer un système dans un état plus U' pour un autre U', ah bah, il n'y a pas de... Enfin, à nouveau, vous mesurez le spin dans la direction U' et vous gardez ce qui vous intéresse. Voilà.
Donc la mesure va modifier l'état. Au début, vous n'étiez pas dans cet état-là, mais en mesurant le spin, vous avez aléatoirement, avec certaines probabilités, soit ça, mais vous savez lequel vous avez après la mesure. Donc vous le gardez et c'est bon. Ok, bon, alors ça c'était la réponse à la question petit b ou petit a. Comment fait-on pour être sûr qu'on est dans cet état-là? Question préliminaire, donc on a répondu. Petit b, alors, que représentent les quantités suivantes plus... Alors, plus dans la direction U' et plus dans la direction U modulo carré. Et... Pas du tout c'est ça, ouais. Donc, ça c'est la première quantité, et la deuxième, dont on nous demande ce qu'elle signifie, ce qu'elle représente, c'est moins dans la direction U' et plus dans la direction U. Alors ça, c'est très important de le comprendre. Ça, en fait, ça va être la probabilité d'obtenir plus h bar sur 2 si on mesure le spin dans la direction U'. Et ça, c'est la probabilité d'obtenir moins h bar sur 2 si on mesure le spin dans la direction U', sachant qu'on est dans cet état-là, dans celui-là. Alors, ok, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous mesurez la composante suivant U', vous savez ce que vous obtenez si vous êtes dans l'état plus U'. Vous allez obtenir h bar sur 2. Si vous êtes dans l'état moins U', vous allez obtenir moins h bar sur 2. Et si vous êtes dans une combinaison de ces deux états-là, vous allez obtenir le résultat de l'un avec la probabilité modulo carré du coefficient correspondant, et le résultat de l'autre avec la probabilité modulo carré de la combinaison de l'autre. Autrement dit, si vous avez un vecteur quelconque psi dont vous voulez mesurer la composante suivant U' du spin, eh bien, il vous faut connaître le développement de psi sur la base plus U' moins U', et ça c'est toujours possible, n'importe quel vecteur peut s'écrire en développement sur la base que vous cherchez, donc ça va être un certain alpha plus U' plus bêta moins U', hein, simplement parce que ça et ça, ces deux vecteurs forment une base orthonormée, donc tout va bien. Si psi est comme ceci, et que c'est un état normé, hein, c'est-à-dire que module de alpha carré plus module de bêta carré égale 1, ce qu'on peut toujours faire, hein, si c'est pas normé, vous divisez par sa norme, vous divisez par ça, et maintenant il est normé, hein, d'accord? Donc, si psi s'écrit comme ceci, ce que nous dit la règle de... Alors on appelle ça parfois le postulat de la mesure, en tout cas c'est ce qu'on constate, c'est comme ça que ça fonctionne, et j'ai mentionné un petit peu dans le cours que de toute façon ça ne pourrait pas être autrement en réalité, pour des raisons mathématiques assez délicates mais profondes. Il n'y a pas d'autre façon de faire des probabilités de mesure, de résultats de mesure que cette façon-là. Donc, ce qu'on obtient, si on mesure la composante S suivant U', c'est qu'on va obtenir le même résultat que si on avait été juste dans cet état-là, c'est-à-dire plus h bar sur 2, avec la probabilité module de alpha carré, et, donc ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de trouver moins h bar sur 2 avec une probabilité module de bêta carré. Voilà. Et donc maintenant, il suffit juste de réaliser que ça, c'est le alpha, et ça, c'est le bêta, qui correspond à un psi qui n'est rien d'autre que plus U. En effet, si vous écrivez plus U dans la base des plus U' moins U', les coefficients, ça va être justement le produit scalaire de ça avec... d'ailleurs, je vais le faire ici. Alpha, ce n'est rien d'autre que plus U psi. Et ce bêta, voilà, c'est mieux de le dire comme ça, ce n'est rien d'autre que moins U scalaire psi, dans le cas général. Pourquoi ça? Il suffit de le voir. Faites plus U scalaire ça. On est d'accord que psi s'écrit comme ça. Maintenant, si je fais plus U scalaire ce psi,
eh bien je trouve plus U scalaire alpha plus, donc le alpha c'est juste un nombre, hein, c'est linéaire à droite, hein, donc ça fait ça, plus bêta aussi c'est linéaire à droite, donc plus bêta fois plus U moins U prime. Sauf que la base plus U prime moins U prime est une base orthonormée, donc ça c'est égal à 1, et ça c'est égal à 0. Donc effectivement, plus U ci, c'est alpha. Hein, je vais un peu petit ici, c'est alpha. Donc, quand vous écrivez un développement comme ça, c'est très facile de savoir quel est en fait le coefficient qui réalise ce développement. C'est précisément le produit scalaire entre les deux. C'est plus U scalaire psi qui vaut ça, et ça, c'est moins U, enfin, moins U prime scalaire ce psi-là, hein, de la même façon. Pardon, c'était un U prime ici. Hein. Oui, pardon. Voilà. Oups. Oui, c'est bon. Si vous faites moins U' scalaire ce psi-là, alors ça va faire alpha fois moins U' plus U', c'est-à-dire 0, plus bêta fois moins U', c'est-à-dire 1, et donc bêta. Donc ce bêta, c'est bien moins psi. Et donc ça, c'est complètement général, c'est vrai pour n'importe quel psi, donc c'est vrai en particulier pour plus U. Donc, le coefficient du développement de plus U sur la base des plus U' moins U', c'est précisément, enfin, ces coefficients sont précisément ces produits scalaires, et par conséquent, la probabilité d'obtenir le résultat correspondant à ce vecteur propre-là, c'est-à-dire h bar sur 2, c'est le module de ça au carré, c'est le module de alpha au carré ici, et la probabilité d'obtenir le résultat correspondant à ce vecteur-là, c'est-à-dire moins h bar sur 2, c'est précisément le module de ça au carré. Ok? Donc voilà comment ça fonctionne. Les deux grandeurs en question ne sont rien d'autre que les probabilités d'obtenir h bar sur 2 pour le premier et moins h bar sur 2 pour le second. Alors, sans aucun calcul, et uniquement par des arguments de physique ou de symétrie, j'aime bien ça, indiquer quelles valeurs doivent prendre les quantités... Alors, je vais les écrire. Ah bah, en fait, c'est celle-là. Oui, quelles valeurs doivent prendre ces quantités-là lorsque alpha... Ah oui, alors alpha, pas celui-là, le alpha qui était l'angle entre U et U'. Pardon. Alors, lorsque alpha vaut 0, lorsque alpha vaut 0, voilà, lorsqu'il vaut 0, ou bien pi sur 2. Alors, donc on a U dans une certaine direction, on a U' dans une autre direction, et on a alpha. Alors, on nous demande ce que valent ces grandeurs-là, donc les probabilités de mesurer plus ou moins, plus h bar sur 2, moins h bar sur 2, si on a préparé le système dans cet état-là et qu'on mesure la composante suivant cette direction-là. Ok, c'est bien ça. Donc, ces probabilités-là, dans le cas où alpha égale 0 d'abord. Alors, si alpha égale 0, bah, en fait, U égale U', tout simplement. Donc, si on a... D'accord, hein. Donc, si on l'a préparé dans l'état plus U, et qu'on mesure la composante dans la même direction, alors on va trouver évidemment la même chose, donc on va trouver h bar sur 2. Donc là, la probabilité d'avoir plus h bar sur 2, c'est 1. On est d'accord. Et la probabilité d'avoir moins, c'est 0. Bon, ça c'était facile. Ensuite, si alpha égale pi, alors si alpha égale pi, ça veut dire que U, eh bien c'est moins U'. Hein. U' pointe dans la direction opposée. Alors du coup, si on a préparé le système avec une composante de spin qui vaut plus h bar sur 2 dans cette direction-là, et qu'on le mesure dans l'autre direction, enfin dans la direction exactement opposée, bah évidemment on va trouver moins h bar sur 2. Hein. Donc c'est pareil, il n'y a rien à calculer en effet. Hein. La probabilité de trouver plus, ce sera 0, puisque dans cette direction-là, il pointe dans l'autre sens. Donc, la probabilité d'obtenir plus, c'est 0, et la probabilité d'obtenir moins, c'est-à-dire moins h bar sur 2, en fait, c'est 1. Très bien. Et maintenant, si alpha vaut pi sur 2, c'est-à-dire si U' est orthogonal à U,
Eh bien, par symétrie, mesurer le spin dans cette direction-là ou dans la direction moins U, c'est pareil, c'est-à-dire U' est à U, la même chose que U' est à moins U. Hein, donc si vous passez de U à moins U, c'est-à-dire que si vous passez du résultat plus h bar sur 2 à moins h bar sur 2, ou si vous preniez, au lieu de partir de l'état plus U, vous partez de l'état moins plus U, ça ne doit pas changer le résultat, les probabilités. Et donc la seule solution, c'est qu'il y ait la même probabilité lorsque vous partez d'une direction orthogonale, vous avez la même probabilité de trouver plus h bar sur 2 que moins h bar sur 2. S'il y avait un peu plus souvent plus h bar sur 2 que moins h bar sur 2, et bien simplement en faisant une rotation dans l'espace, ou si vous, au lieu de le regarder par là, vous le regardez dans l'autre sens, et donc si la balance penche un peu à gauche, comme ça, elle penche un peu à droite, et pourtant c'est la même situation, c'est juste deux vecteurs orthogonaux. Donc par symétrie, forcément, vous devez avoir la même probabilité d'obtenir h bar sur 2 et moins h bar sur 2. Alors classiquement, on aimerait pouvoir dire que on va trouver la valeur 0, mais ça c'est exclu. La composante du spin ne peut être que soit plus h bar sur 2, soit moins h bar sur 2. Donc on va trouver soit plus h bar sur 2, soit moins h bar sur 2, c'est sûr. Et avec quelle probabilité? Elles doivent être égales. Donc comme la somme fait 1, eh bien la probabilité de chacune c'est 1,5. Hein, donc probabilité de plus est 1,5 et probabilité de moins égale 1,5 aussi. Voilà, donc simplement par des arguments de symétrie, ce qu'on peut prédire. Alors, j'imagine que la suite va nous faire calculer dans le cas général ce qu'il en est. Hein, donc si maintenant on est... Alors si c'est le même vecteur, le vecteur opposé ou n'importe quel vecteur orthogonal, ok, facile, les arguments de symétrie marchent. Maintenant, si on prend un U' incliné avec un angle alpha, voilà, que valent ces probabilités? Et à la fin, on va vérifier que, au moins dans ces cas-là qui sont évidents par des raisons de symétrie, on retrouve bien ce qu'il faut. C'est une façon de vérifier notre calcul. Alors, petit c, non, petit d. Alors, à l'aide des considérations ci-dessus, on devine que plus U plus U, là, celui-là, module au carré, est simplement donné par cos carré alpha sur 2. Ah bon? Bon. Enfin, c'est le cas, mais le fait qu'on le devine comme ça, je ne sais pas. Enfin, on nous dit qu'on le devine. Alors, on le devine, très bien. En déduire la moyenne SU', j'espère qu'on va nous le faire vérifier pour de vrai après quand même. Oui, sans doute. Bah, j'ose espérer. Bon, en tout cas, on va répondre aux questions qu'on nous pose. On en imaginera d'autres s'il le faut après. Ah, pardon. Non, oui, c'est ça, on n'a pas encore répondu. Non, parce que avec l'exercice précédent, là, c'est sûr qu'on peut le deviner, mais pas dans le cadre de celui-là. Bon, on verra ce qu'on nous demande. Si on ne nous demande pas, évidemment, je vous le montrerai, parce que ça, c'est très important. Alors, on nous dit que la probabilité, donc plus U' plus U, module au carré, ça, c'est égal à donc cos carré alpha sur 2. Ah, peut-être oui, on devine que... Ah oui, parce que quand alpha vaut 0, on a dit que ça donnait 0. Quand alpha vaut pi... Donc la mesure... pardon, quand alpha vaut 0, on a vu que ça donnait 1. Quand alpha vaut pi, on a vu que ça donnait 0. Et quand alpha vaut pi sur 2, on a vu que ça donnait 1,5. Donc effectivement, pour ces trois valeurs, ça marche. Enfin, de là à en déduire que c'est ça la loi, bon, no comment. Il y a 1000 lois qui peuvent donner ces résultats-là particuliers. Hein, mais bon. Ok, alors on continue. Simplement donné par cos carré. En déduire la moyenne SU', pardon, la moyenne SU', le vecteur est là, dans le cas de nombreuses mesures pour lesquelles le spin est préparé dans l'état plus U. Alors, quelle est la moyenne? Ok, alors, si ça, c'est la probabilité d'obtenir h bar sur 2. Du coup, quelle est la probabilité d'obtenir moins h bar sur 2?
ça c'est P+, en fait, P2+. Quelle est la probabilité d'obtenir moins h bar sur 2? Bah, évidemment, 1 moins ça, d'accord, parce que la somme des probabilités, ça fait 1 et qu'il n'y a pas d'autre valeur possible que plus h bar sur 2 moins h bar sur 2. Et donc 1 moins cos carré, c'est sin carré, évidemment, h bar sur 2. Du coup, la valeur moyenne, eh bien, c'est h bar sur 2 fois la probabilité d'obtenir h bar sur 2, plus moins h bar sur 2 fois la probabilité d'obtenir moins h bar sur 2. Que voilà. Et donc ça, encore un tout petit peu de trigonométrie, cos carré moins sin carré, c'est cos de 2 fois le nombre, et donc c'est cos de 2 fois alpha sur 2, et donc c'est cos alpha fois h bar sur 2. Et ça, c'est très intéressant, parce que ce cos alpha, c'est justement la composante du vecteur U' sur le vecteur U. Hein, si vous faites, enfin, par définition, U scalaire U', c'est bien cos alpha. Et donc, alors h bar sur 2, ça c'est la valeur du spin en norme, hein, c'est h bar sur 2, ok. Et donc vous voyez que, en moyenne, donc si vous mesurez, si vous avez un état qui est préparé avec une composante du spin dans la direction U qui vaut plus 1,5, donc ça correspond classiquement à un vecteur qui serait comme ceci, et qui aurait une taille de h bar sur 2. Si vous mesurez sa composante suivant U', vous ne pouvez pas trouver h bar sur 2 fois cos alpha. C'est pas possible, puisque les seules valeurs possibles sont plus h bar sur 2 ou moins h bar sur 2. J'aurais dû faire un peu plus. D'accord ? Vous pouvez trouver que plus h bar sur 2 ou moins h bar sur 2. Donc, pourtant, si vraiment on avait ce vecteur-là, si être dans l'état spin de valeur plus h bar sur 2 dans la direction U, c'était avoir un vecteur comme ça, alors si on mesurait sa composante suivant un autre vecteur, on aurait juste la projection, la vraie composante dans un espace standard. Ce n'est pas ça qu'on trouve. Bon, d'abord, l'espace, en l'occurrence, c'est pas un espace vectoriel réel mais complexe, mais on a quand même une petite idée de direction, parce qu'effectivement, si on mesure le spin, la composante du spin dans cette direction-là, on obtiendra toujours plus h bar sur 2. Et si on mesure dans la direction opposée, on obtiendra toujours moins h bar sur 2, comme si c'était un vrai vecteur dont on regarde la composante. Si c'était le cas, alors en mesurant dans une autre direction, on trouverait la valeur du spin fois cos alpha, mais ça, on va jamais trouver la valeur du spin fois cos alpha, puisqu'on ne peut trouver que plus h bar sur 2, moins h bar sur 2. Ce sont les seules valeurs bien définies de cette grandeur physique. Par contre, et c'est là que c'est intéressant, on va trouver en moyenne, alors c'est pas, enfin, la moyenne des valeurs qu'on va obtenir, ça va être celle qu'on obtiendrait si c'était un vrai vecteur classique qui se projette dans une autre direction. Et c'est ça qui est très fort, parce qu'on comprend du coup comment émerge cette idée fausse, en l'occurrence, qu'il y a effectivement un vecteur qui pointe dans une direction, qui a des composantes suivant différents axes. Cette représentation habituelle d'un vecteur dans l'espace, etc., et donc la possibilité d'associer à ce spin un vrai vecteur moment cinétique, et puis au moment magnétique associé un vrai vecteur moment magnétique pointant dans une direction bien donnée dans l'espace, etc. Cette idée-là émerge du fait qu'en moyenne, ça se comporte comme si c'était le cas. Mais c'est pas du tout ça en vrai. Mais si vous faites un grand nombre de mesures ou sur un grand nombre de spin ennemis orientés tous dans la même direction, enfin tous dans le même état, ça va faire comme si, en moyenne, ça va se comporter comme s'ils avaient tous effectivement un vrai vecteur associé à leur état qui se projette vraiment sur une autre direction, etc. Et donc on commence à voir, mais évidemment il faudra le formaliser bien mieux, on commence à voir comment émerge cette représentation classique du monde à partir de la réalité quantique qui ne se comporte pas du tout comme notre intuition, mais qui, en moyenne, se comporte quand même comme notre intuition nous le dit. Et c'est comme ça qu'est née notre intuition, à partir de ce comportement moyen, ou ce comportement effectif pour un grand nombre de particules, d'une réalité qui n'est pas comme ceci. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que, alors, ceci dit, là, on a admis ça.
Donc si on admet ça, alors on voit qu'effectivement la valeur moyenne qu'on va obtenir quand on fait plein de mesures à partir du même état, c'est bien ce qu'on trouverait naïvement si c'était un vrai vecteur qui se projette vraiment quelque part, ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui permet de comprendre pourquoi on pourrait croire que quand même, malgré tout, c'est le cas. Alors, si l'on pouvait décrire le spin de façon classique, donc c'est petit e, par un vecteur spin S de norme h bar sur 2 et orienté suivant U, que prédirait-on pour la mesure de la composante SU'? Donc c'est exactement ce que je viens de dire, donc très bien, la question nous faisait vraiment mettre le doigt là-dessus, c'est évidemment très important. Commenter les points communs et les différences entre physique quantique et physique classique, donc je l'ai un peu fait. Le point commun, c'est qu'en moyenne, ça se comporte pareil, mais évidemment, la différence essentielle, c'est qu'en physique classique, vous obtiendriez toujours, si vous avez vraiment un vecteur comme ça qui pointe dans une direction, vous obtiendriez toujours la composante qui est égale à h bar sur 2 cos alpha. En physique quantique, vous ne l'obtenez jamais. Vous n'obtenez que soit h bar sur 2, soit moins h bar sur 2. Ce n'est que la moyenne qui va donner la valeur obtenue. Donc en physique quantique, vous allez obtenir toujours une valeur qui n'a aucun sens classiquement, mais qui en moyenne se comporte, enfin donne comme ce que donnerait un système quantique classique. Ok. Alors, petit f. Alors on passe maintenant au calcul dans le cas d'une mesure orientée selon k à l'aide de la représentation matricielle calculée plus k plus u. Ah, ok. Donc c'est ça. Alors on va maintenant démontrer ça dans un cas particulier où le vecteur u' c'est le vecteur k, c'est-à-dire uz, pointe dans la direction de l'axe z, parce qu'on est en sorte d'année sphérique, un axe privilégié, l'axe z. Donc c'est petit f. Alors, on passe maintenant au calcul. Dans le cas d'une... Alors, c'est la mesure qui est orientée suivant K. S indice K, c'est celui qu'on a noté depuis le début, SZ en fait, dans la direction petit k. Donc on mesure cette grandeur-là, alors que le système est dans l'état toujours plus U, j'essaie de retrouver à l'aide de la première. Donc on est bien dans l'état plus U, et donc on veut calculer justement cette chose-là, qui est, d'après l'étude qu'on a faite avant, ça, c'est bien la probabilité de trouver plus h bar sur 2 lorsqu'on mesure ce système-là, lorsqu'on mesure cette grandeur-là, alors que le système est dans cet état-là. C'est la composante de l'un sur l'autre. La composante de l'autre sur l'un, c'est le complexe conjugué, mais quand on prend le module au carré, c'est pareil. Donc tout ce qui compte, c'est vraiment la composante de l'un sur l'autre. Ça va vous donner la probabilité d'obtenir le résultat de celui-là quand vous êtes dans cet état-là, ou bien le résultat de celui-là quand vous êtes dans cet état-là. C'est le même cosinus de l'angle entre les deux, c'est le même module au carré. Alors, oui, eh bien, il suffit de reprendre la valeur de plus U. On a écrit, voilà, je vais le réécrire là, c'était donné, c'est ça, donc on a vérifié que c'était bien ce vecteur-là, donc cos θ sur 2 plus z plus sin θ sur 2 puissance i moins 1. On a vérifié que c'était bien ce vecteur-là qui correspondait à un spin avec valeur bien définie h bar sur 2 dans la direction U. Donc, si vous voulez, dans la base, plus z moins z, x est pris cos θ sur 2, sin θ sur 2 puissance i. Et on veut sa composante suivant plus z. Oui, alors j'allais faire le produit scalaire, mais en fait, elle est là, la composante suivant plus z. Sinon, c'est le produit scalaire avec ce vecteur-là. Évidemment, on retrouve que c'est ça la composante, c'est cos θ sur 2. Donc ça, tout simplement, c'est cos θ sur 2 au carré, cos carré θ sur 2. Et donc, on trouve bien ce qui avait été annoncé avant pour deux vecteurs U et U', pour lesquels il y a un angle alpha entre les deux. Et bien là, l'angle alpha entre U et K, par définition des coordonnées sphériques, si vous avez I, J, K et votre vecteur U ici, on va être ici avec θ là et phi là, ce qu'on a vu au début, effectivement, l'angle entre K et U, c'est θ. Donc, en fait, on vient de démontrer que, en tout cas, dans le cas particulier
où le vecteur U' c'est K, eh bien, on trouve, comme probabilité d'obtenir plus, on trouve cos carré θ sur 2. Mais du coup, c'est vrai pour n'importe quelle autre direction, parce que tout ce qui caractérise K par rapport à U, c'est qu'il y a bien un angle θ. Pour le même U, j'aurais pu choisir d'appeler θ une autre grandeur. Je peux choisir un autre système de coordonnées sphériques, je choisis l'orientation comme je veux, et donc si maintenant je mesure suivant ce nouveau cas-là, un nouveau K', I', J', K', eh bien l'angle ici maintenant c'est un nouvel angle θ', c'est l'angle entre U et K', eh bien, le même raisonnement va me dire que la probabilité, lorsque je mesure, donc plus suivant K maintenant, mais suivant K', la probabilité de trouver plus alors que je suis dans que je suis dans l'état plus dans la direction U, eh bien ça va être cos du nouveau θ' sur 2, au carré. Et donc en fait, ceci est vrai, quelle que soit la direction que je prends, si je mesure cet état-là dans la direction U', la probabilité que je trouve que je trouve plus, c'est ça, et ça, c'est bien cos carré de l'angle entre les deux divisé par 2. C'est ce qui avait été donné avant. Donc là, c'est bien mieux comme ça. Enfin, avant, c'était soi-disant intuité, soi-disant suggéré par ce qui précédait. Bon, j'ai des doutes là-dessus. En tout cas, on vient de le démontrer, en fait. En une ligne, hein. Il suffit de connaître. C'est ça qui est extraordinaire. Si vous connaissez le développement d'un vecteur dans une base, vous avez la probabilité d'obtenir le même résultat que lui lorsque vous êtes dans cet état-là, avec comme probabilité module de ça au carré. Et vous avez la probabilité d'obtenir le même résultat que lui si vous êtes dans cet état-là, avec la probabilité module de ça au carré. Si l'état est normé, hein, c'est pour ça qu'on travaille avec des états normés en général, module de ça au carré plus module de ça au carré, ça fait 1, la somme des probabilités vaut 1, et tout va bien. Si l'état n'est pas normé, il ne faut pas oublier de diviser par la somme des modules au carré, c'est-à-dire par la norme du vecteur au carré. Très bien, c'est pas ça, c'est là. Même question pour une mesure orientée selon I dans le cas particulier où le vecteur U est horizontal, c'est-à-dire parallèle au plan UXY. Alors là, je comprends pas bien ce qu'on demande, on vient déjà de faire un petit raisonnement qui nous dit que le résultat qu'on a trouvé avec le K, il est général, ça donne cos carré de l'angle entre les deux divisé par 2. Alors, je vais relire cette question. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Commenter les... Non, ça c'est fait, petit f. Ah oui, pardon, il fallait aussi... Oui, ce qu'on a pas... Donc ça, on a obtenu la probabilité de mesurer plus. Bon, bah, je ne vais pas l'en faire. La probabilité de mesurer moins, c'est 1 moins la chose, donc sinus carré de θ sur 2, mais qu'on pourrait voir exactement. Hein, on avait plus suivant U, allez, j'aurais écrit, qui était cos θ sur 2, plus suivant Z, plus sin θ sur 2, puissance I phi, moins suivant Z. Donc la probabilité de mesurer plus, c'est bien cos carré θ sur 2, et la probabilité de mesurer moins, c'est bien sin carré θ sur 2 module de ça au carré, c'est-à-dire 1, et donc c'est bien 1 moins le cos carré θ sur 2. Alors, on nous demande aussi de calculer plus U SZ plus U. Oui, alors ça, donc on a vu dans le cours, ça se démontre en une ligne aussi, mais là on nous demande de le faire en calculant explicitement la matrice. Calculer ça et voir que ça donne bien la moyenne des valeurs qu'on obtient quand on mesure SZ et qu'on est dans cet état-là. Alors on va le faire avec les matrices. Donc ce vecteur-là, en vecteur colonne, c'est cos θ sur 2 et sin θ sur 2 puissance I phi. Cette matrice-là, eh bien donc c'est la matrice, il y a un h bar sur 2, et c'est la matrice de folie numéro 3, hein, si on est toujours dans la base des plus z moins z. Donc ça fait 1, moins 1, 0, 0. Alors, je vais mettre le h bar sur 2 là pour obtenir sz. Et puis ça, c'est le vecteur ligne
qui est le transposé conjugué de celui-là. Hein, c'est le bras associé à ce quête-là. Et donc, c'est transposé conjugué, ça fait cos θ sur 2 ici, et ici, sin θ sur 2. Attention, c'est ce nombre-là complexe conjugué, donc le puissance moins i, bien sûr. Et si on fait ce calcul-là, on trouve, alors on va d'abord faire ça fois ça, donc cos θ sur 2, on va le faire doucement, cos θ sur 2, sin θ sur 2, la puissance moins i, fois, ça fois ça, c'est un vecteur colonne, qui à la première ligne vaut ça fois ça plus ça fois ça, c'est-à-dire h bar sur 2, cos θ sur 2, et la deuxième ligne vaut ça fois ça plus ça fois ça, donc moins h bar sur 2, sin θ sur 2, e puissance i phi, et ça, c'est égal à ça fois ça plus ça fois ça, c'est-à-dire h bar sur 2 fois cos carré θ sur 2. Alors, e puissance moins i phi fois puissance i phi, ça fait 1. Et donc, il y a le signe moins ici, moins sin carré θ sur 2. Et donc, j'ai mis en facteur h bar sur 2. On retrouve exactement, évidemment, comme tout à l'heure, c'est ce résultat-là avec la probabilité correspondante, plus le résultat moins h bar sur 2 avec la probabilité correspondante. C'est comme ça qu'on a obtenu la valeur moyenne, c'est la définition de la valeur moyenne. Donc, cos carré moins sin carré, ça fait cos de 2 fois l'angle, et donc ça fait h bar sur 2 cos θ. Donc on retrouve évidemment le résultat qu'on avait déjà obtenu. Très bien. Alors, même question pour une mesure orientée selon i. Est-ce qu'on va faire ça? Ah, oui, d'accord. Bon, je sais pas. Je ne suis pas sûr de voir exactement ce qu'on va nous faire dire ici. Non, pardon, c'est utilisé. Même question pour une mesure orientée selon i, dans le cas particulier où le vecteur u est horizontal, c'est-à-dire parallèle au plan OXY. Donc u est dans ce plan-là. Donc en fait, ici on a phi, en fait on a θ égale pi sur 2, n'est-ce pas? Et phi qui est justement l'angle entre les deux. Voilà, et on mesure la composante, on mesure ça, on mesure Sx en fait. Ah oui, d'accord. Bon, bah on va faire, alors ok, on va faire pareil. Alors, oui, ok, faisons-le pour lui, on va peut-être pas le faire pour Y après. Donc, même question, ça veut dire, on cherche plus x plus u module carré, ça c'est la probabilité de mesurer plus quand on regarde dans la direction x, si le système est dans l'état plus dans la direction u. Ok? Alors il suffit de l'écrire. Plus x, alors plus u on l'a, c'est le vecteur, c'était le vecteur, je l'ai effacé 20 fois là, mais c'était ce vecteur-là, dans la base plus z moins z, hein, toujours, hein, puissance i phi, ça c'est lui, et lui c'est le bras associé au vecteur plus x, donc on a vu ou revu aujourd'hui que c'était ce vecteur-là, dans la même base. Donc plus x, c'est le vecteur ligne, transposé conjugué de lui, alors tous les nombres sont réels, donc c'est juste à transposer, et donc ça, c'est égal à c'est égal à, eh bien, ça fois ça plus ça fois ça, donc cos θ sur 2 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 sin θ sur 2 puissance i phi. Alors, voilà le résultat général, et ce qu'on nous demande, c'est, dans le cas particulier où, en fait, θ c'est θ sur 2, c'est-à-dire que notre vecteur u, il est dans le plan xy. Alors si θ vaut pi sur 2, ça fait pi sur 4, et cos de pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2, donc ça fait 1,5, 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2. Pareil, sin de pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2, donc ça fait 1,5 plus 1,5 de puissance... Attendez. Ah pardon, non, ça c'est ce nombre-là.
Et maintenant, on veut le module au carré. Alors, je continue à écrire voilà, ça c'est le nombre en question, c'est ça scalaire ça, d'accord? Donc on obtient ça, et maintenant on veut le module au carré. Alors le module de ça au carré, donc c'est module, je vais l'écrire un peu bêtement comme ceci, c'est donc, par définition, le module au carré c'est le nombre fois son complexe conjugué. Alors je vais sortir le 1,5, peut-être 1,5 au carré, ça fait 1 quart. Donc ça fait 1 quart module au carré de 1 plus e puissance phi, jusque-là ça va. Et ça, c'est, alors toujours 1 quart, et c'est 1, je vais mettre là. C'est donc 1 quart, facteur de 1 plus e puissance phi, fois le complexe conjugué, fois ça, et donc là il y a juste à développer, donc toujours 1 quart, 1 fois 1 ça fait 1, plus E, je vais l'écrire dans ce temps-là, E puissance phi, plus E puissance moins phi, plus ça fois ça, c'est-à-dire 1. Et ça, c'est évidemment 2 fois le cosinus de phi. Et là, il y a 2. Donc il y a 2 plus 2 cosinus de phi, le tout divisé par 4, donc ça fait 1 demi de 1 plus cos phi. Et si vous vous rappelez à nouveau un tout petit peu de trigonométrie, 1 plus cos phi sur 2, c'est cos carré de phi sur 2. Que c'est beau. Donc évidemment, on retrouve à nouveau que quand on mesure, en fait, le module carré de la composante d'un vecteur sur un autre qui fait avec lui un angle phi, on trouve cos carré de phi sur 2, et ça c'est précisément la probabilité d'obtenir le résultat correspondant à l'un quand on est dans l'état de l'autre. Voilà. Enfin, comme on le dit avant. Donc on retrouve pareil, mais à nouveau, l'invariance par rotation, le fait qu'il n'y ait pas de direction privilégiée, donc on a pris la direction k comme repère, à partir du moment où on a montré que lorsqu'on calcule la composante suivant k, alors qu'on est dans un état incliné d'un angle θ par rapport à lui, on trouve cos carré de θ sur 2, enfin on trouve plus h bar sur 2 avec la probabilité cos carré de θ sur 2, alors ce sera vrai quelle que soit l'orientation des deux vecteurs. Dès lors qu'il y a un certain angle entre eux, la probabilité de trouver plus h bar sur 2 quand on mesure la composante de l'un et qu'on est dans l'état de l'autre, ce sera cos carré de θ sur 2, et la probabilité de trouver moins h bar sur 2, c'est-à-dire ça, eh bien, c'est, alors, le moins x, c'est lui. Alors évidemment, la probabilité, ça va être la probabilité complémentaire, c'est-à-dire si l'un c'est cos carré θ sur 2, l'autre ce sera sin carré θ sur 2, enfin phi sur 2, mais on peut aussi le calculer comme ça, sachant que ça fait ça. Le moins change quoi, là? Donc on a... Qu'est-ce que j'ai fait? Plus comment j'ai... Ah oui, non, c'était la suite de lui. Bon, bref, donc ça fait cos θ sur 2. Oui, pardon, c'est ça. θ sur 2, c'est... cos θ sur 2, c'est 1,5. Bref, on retrouve ça, enfin, avec les moins qui vont bien, et on trouve sin carré. Bon, ok, je le fais pas, je vous laisse faire. Enfin, à ce stade, c'est une évidence par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc ça, en tout cas, on a vu qu'on pouvait calculer cette probabilité-là. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'à aucun moment, on a... Ça, c'est très important. À aucun moment, on a écrit le développement de plus u sur la base des moins x plus x. Si on avait plus u égale alpha plus x plus bêta moins x, alors bien sûr, si je mesure la composante du spin dans la direction x, alors que je suis dans cet état-là, je vais trouver plus h bar sur 2 avec la probabilité module de alpha carré, et je vais trouver moins h bar sur 2 avec la probabilité module de bêta carré. Donc, il pourrait être tentant, si on veut la probabilité en question, d'essayer d'écrire ce vecteur dans cette base-là. Mais ça, c'est éventuellement compliqué, parce qu'il faut faire un changement de base. Déjà, il faut savoir comment lui s'écrit dans la base plus z moins z. Il faut savoir aussi comment lui s'écrit dans la même base, et puis, sachant comment lui s'écrit dans la même base, il faut tout lier tout ça pour exprimer lui en fonction de lui et lui. C'est algébriquement compliqué, là il y a on est à dimension 2, donc on peut le faire, mais ça va être lourd et il y a de bonnes chances qu'on se trompe.
Par contre, on n'en a pas du tout besoin, parce que tout ce qu'on veut, c'est le produit scalaire entre lui et lui. Ça va être ça, alpha. Et le produit scalaire entre lui et lui, ça va être bêta. Et donc, si vous avez l'écriture de U dans une certaine base, et si vous avez l'écriture de lui dans la même base, et le produit scalaire, il est trivial. Hein? Si vous avez un vecteur colonne dans une certaine base, ici un vecteur colonne dans la même base, et le produit scalaire entre les deux, c'est ça étoile fois ça, puis ça étoile fois ça. Pas besoin de savoir comment ça s'exprime complètement avec la composante aussi sur l'autre vecteur de base. Il n'y a pas de système inversé ou de composition à faire. Vous voyez, si vous connaissez, si vous savez ce qu'est ce vecteur dans la base plus z moins z et ce qu'est ce vecteur, alors la probabilité d'obtenir son résultat à lui quand vous êtes dans cet état-là ou son résultat à lui quand vous êtes dans cet état-là, c'est simplement le produit scalaire entre les deux, module carré. Ok? Bon. Alors l'autre question maintenant, c'est de mesurer à nouveau Sx, donc la moyenne de la composante suivant x quand vous êtes dans l'état plus u. C'est donné par cette matrice-là. Et alors donc on reprend. Alors plus u, c'était ça, c'est le bras associé. C'était donc cos θ sur 2. Sin θ sur 2, attention, c'est le complexe conjugué e puissance moins i phi, fois la matrice Sx dans la même base, donc dans la base de plus z moins z, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0, et puis le vecteur colonne associé à plus u, cos θ sur 2, sin θ sur 2, e puissance i phi. À nouveau, vous faites le produit, c'est pas un mal de s'entraîner un peu de temps en temps, donc ça fait première ligne, première colonne, ça fait sin θ sur 2, e puissance i phi, et deuxième ligne, ça fait cos θ sur 2. Et maintenant, vous faites ça fois ça, et donc ça fait cos θ sur 2, sin θ sur 2, e puissance moins i phi fois e puissance i phi, c'est-à-dire 1. Donc là, vous avez cos θ sur 2, sin carré θ sur 2, pardon, non, sin θ sur 2, lui fois lui, ah non, j'ai dit n'importe quoi, ok, donc lui fois lui, donc il y a le puissance i phi, pardon, plus lui fois lui, c'est-à-dire, en fait, la même chose, sin θ sur 2, cos θ sur 2, mais cette fois puissance moins i phi. Et ça, c'est 2 cos phi, donc ça fait 2 cos θ sur 2, sin θ sur 2, hein, 2 fois sin A, 2 fois cos A sin A, c'est sin de 2A, donc tout ça là, ça fait sin de θ, et donc on trouve sin θ cos phi, et effectivement, alors il y a un h bar sur 2 qui manque partout, ok, donc là aussi, hein, bien sûr, mais h bar, sin θ cos phi, c'est bien la composante de U suivant I. Donc on trouve bien ce qu'on obtiendrait si c'était un vrai vecteur, en moyenne, on trouve bien ce qu'on obtiendrait si c'était un vrai vecteur classique qui pointait dans la direction U et qu'on se demandait, tiens, mais quelle est sa composante suivant X? Eh bien, la composante du vecteur U, alors là, on a même fait dans le cas général, c'était pas demandé, on est repassé dans le cas général et pas dans le cas, on est dans le plan ici. Si on a un vecteur dans la direction U, on se demande quelle est la composante suivant la direction X? Eh bien, la composante suivant la direction X, c'est effectivement sin θ fois cos phi, et puis fois la longueur du vecteur, ici h bar sur 2. Ok? Donc c'est joli quand même. On retrouve ce qu'il faut. Donc ce vecteur spin n'est pas un vecteur ordinaire, mais il se comporte en moyenne comme si c'était effectivement un vecteur attaché à une certaine direction dans l'espace. Mais si vous mesurez la composante de ce vecteur sur n'importe quelle direction, vous obtiendrez toujours soit plus h bar sur 2, soit moins h bar sur 2, avec certaines probabilités qui dépendent donc de la composante de l'un sur l'autre, enfin de la composante de l'état de l'un dans la base des états propres de l'autre. Donc là, on n'est plus dans l'espace géométrique. Et en moyenne, le résultat obtenu sera la projection, comme si c'était un vrai vecteur projeté dans la direction que vous regardez. Ok, alors même question. Donc non, ça c'est fait, petit g. Petit h, calculer plus u s', su'. Ouais.
Donc là maintenant on nous demande le cas général, on nous demande ça. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Oui. On va dire que oui. Dans le cas général, etc. Ouais, allez, on va le faire juste parce qu'on est de bonne volonté. Donc simplement, donc, on a toujours plus U qui vaut ça, enfin le bras qui vaut ça, le ket qui vaut ça, et maintenant on veut écrire la matrice. Alors je vais mettre le h bar sur 2 en facteur, la globale. Hein. Et il faut écrire la matrice SU'. Alors on l'a obtenu dans la première question, ou à moins c'était peut-être dans l'exercice d'avant, enfin qu'à cela ne tienne. La matrice ici, c'était, on nous la donnait, non, on ne la donnait pas, mais on l'avait trouvé, on va s'en souvenir. C'était, vous vous rappelez, on avait cos θ, alors maintenant c'est θ', moins cos θ', et là on avait sin θ' e puissance moins i phi prime. Hein. C'est de me souvenir, parce que oui, c'était plus la composante fois la matrice sigma 2, donc c'est ça, phi prime, et puis ici, sin θ' e puissance i phi prime. On va vérifier vite fait que si le θ et le phi c'était les mêmes que ceux-là, on obtiendrait bien ici un vecteur propre avec la valeur propre h bar sur 2, donc on aurait cos θ sur 2 plus sin θ sur 2, et donc cos A, cos B, plus sin A, sin B, ça devient cos A moins B, donc cos θ sur 2, donc ça marche. Ok, donc c'était ça. Il n'y a plus qu'à faire ce produit, alors j'ai pas dit que ça allait être sympathique, j'ai à peu près dit le contraire, mais bon, alors allons-y, ça fait un vecteur ligne, un vecteur colonne, quel est-il? Ça fait cos θ', cos θ sur 2, plus sin θ', sin θ sur 2, fois e puissance i phi moins phi prime. Bon, ok. Et puis ça fait sin θ', cos θ sur 2, moins cos θ', sin θ sur 2, fois... Ah non, pardon. Et, alors, lui en e puissance i phi prime, et lui en e puissance i phi. Ok, c'est un vecteur colonne, fois ce vecteur ligne avec h bar sur 2 devant, ça fait, donc, ça fois ça, je ne sais pas si on a envie de faire ça sur un si petit tableau, donc ça fois ça, plus ça fois ça. Je vous avoue que ça m'ennuie un peu. Ah, bon, on va voir si ça simplifie, parce que là on a un cos θ' fois cos θ sur 2 fois cos θ sur 2, donc on a cos θ' fois cos carré θ sur 2, plus ça fois ça, c'est-à-dire plus sin θ' fois sin carré θ sur 2, sin θ sur 2, sin θ, donc sin carré θ sur 2, les phi ici, il y a un moins i phi et un plus i phi, ça s'en va, et il reste un moins i phi prime. Alors ça c'est que le début de la première ligne, la fin de la première ligne, c'est plus ça fois ça, je crois qu'on va s'arrêter, hein. Plus, donc on va laisser donc sin θ', facteur de sin θ sur 2, cos θ sur 2, e puissance moins i phi moins phi prime, moins, donc on a dit ça fois ça, donc moins cos θ', facteur de sin θ sur 2 fois sin θ sur 2, donc cos carré θ sur 2, e puissance moins i phi fois e puissance i phi, c'est le premier qui se simplifie gentiment. Alors ça c'est que la première ligne, puis il y a une deuxième ligne en dessous qui serait... Ah non, pardon, c'est le produit... Non, pardon.
Oui, non, ça c'est bien le produit, oui, c'est le produit scalaire, excusez-moi, j'ai des bêtises. Donc j'ai fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Non, pardon, donc c'est juste ça, c'est un nombre, hein, c'est plus un vecteur, hein, bras fois quête. Donc, alors ça maintenant, est-ce qu'on peut simplifier ce truc-là? Je vais effacer tout le reste, en priant pour que j'ai pas fait une erreur de phi prime ou de signe quelque part, ce qui est une probabilité proche de 0. Et si ça ne marche pas du premier coup, tant pis, vous le ferez. Donc ça fait, alors, parce qu'il y a quand même des trucs à regrouper. Hein. Là, il y a un cos θ' fois cos carré moins sin carré. Cos carré moins sin carré, c'est cos de 2 fois l'angle. Donc ça, c'est égal finalement à h bar sur 2, facteur de cos θ' fois cos θ. Ça, c'est plutôt sympa. Là, j'ai pris les deux, là. J'ai pris lui et lui. Ça, c'est pas si mal. Et ensuite, on a un sin θ' fois, c'est là où je suis un peu moins optimiste sur l'absence d'erreur. Donc, on va quand même l'écrire. Sin θ' fois sin θ sur 2 fois... Oh là là, non, 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 non. Bon, j'ai dû me tromper. Qu'est-ce qu'on nous demande après, juste pour être sûr? Parce que ça... non. En parallèle, calculer cos alpha à partir des composantes de U et U'. Donc, je mets des petits points. On va faire l'autre, on va voir si on retrouve des choses. Donc, on nous demande cos alpha... Donc cos alpha, c'est U scalaire U', n'est-ce pas? Alors U, on a dit que c'était le vecteur, là cette fois on est dans l'espace à 3D, ce vecteur normal, enfin le vecteur standard. Donc, U, c'est sin θ cos phi, pardon, sin θ sin phi, et cos θ. Et par ailleurs, U', c'est pareil avec des primes, sin θ' cos phi', sin θ' sin phi' et cos θ'. Par conséquent, U scalaire U', il faut dire que U scalaire U' lui-même n'est pas très joli. Hein. C'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est donc égal à... Alors déjà, c'est assez sympa, on retrouve cos θ', il est là. Ça, c'est plutôt sympathique. Donc, ce terme-là, on l'a. Ensuite, on a... sin θ, bah, enfin on a... Ah! Donc là on a cos θ', plus ça fois ça, plus ça fois ça, c'est-à-dire sin θ', à chaque fois il y a les deux, fois cos carré, ah non! Ah oui, donc fois cos phi', plus sin phi'. Et ça, et donc cos phi' plus sin phi', ce n'est rien d'autre que cos phi moins phi'. Il y a un petit quelque chose là. Il doit manquer juste un terme. Si ça se trouve ici, il manquait un E puissance phi quelque part. Je verrais bien ici moins phi là. On va voir si c'est ça. C'est probablement ça. Peut-être il manquait juste un E puissance phi que je n'ai pas pris en compte là. Donc ça c'est cos phi moins phi'. Donc finalement le résultat c'est cos θ'. Évidemment on a pris deux orientations quelconques dans l'espace exprimées dans un repère qui n'a rien à voir avec E. Donc forcément c'est compliqué, il y a des angles partout. Hein. Plus sin θ'. Alors s'il y avait juste ça, ça donnerait à nouveau cos θ moins θ'. Mais il n'y a pas juste ça, et donc c'est fois... Lui, c'est fois cos phi moins phi'. Ça n'a rien à voir, ça c'est la suite de lui. Donc voilà ce qu'on trouve, ça c'est le cos alpha, c'est le cos de l'angle entre les deux directions dans lesquelles on regarde. Bon, ok, ça s'écrit comme ça. Et alors ça aurait été bien qu'on trouve ici h bar sur 2 fois la même chose. Alors,
on tente cette dernière tentative. J'avais peut-être juste oublié un E puissance I phi ici, donc qui fait moins phi. Alors si c'est le cas, je le tente quand même parce que donc ça nous donne bien le premier terme, on est content. Et pour la suite, on n'est peut-être pas loin, puisqu'on a ici un sin θ. Alors, on a ici, ouais, peut-être pas quand même, parce que, non, ouais, non, peut-être pas quand même. Faudrait écrire ça, là, on n'est pas loin, parce que ça, c'est sin θ sur 2. Hein. Sin θ, c'est 2 fois sin θ sur 2, cos θ sur 2. Donc, on a sin θ sur 2, et là, on aurait, ça, du coup, c'est plus phi moins phi prime, et donc là, là, il y a du cos phi moins phi prime, là, surtout avec le sur 2. Donc, ça serait bien si on avait ici, non pas sin carré θ sur 2, mais sin θ. Alors, c'est pas le cas. Bon, ben, je me suis trompé quelque part avant. On a tout effacé, c'est compliqué, le tableau est petit. Donc, faites-le. Enfin, on sent qu'on n'est pas loin. De toute façon, on sait très bien ce qu'on doit trouver, puisque par invariance, par rotation, c'est-à-dire par isotropie de l'espace, hein, si quand vous avez deux vecteurs U et K qui ont un angle θ entre eux, on trouve ce qu'il faut. Bah, si ces deux vecteurs, mais orientés dans une autre direction, mais avec le même angle entre les deux, on va trouver pareil, c'est sûr et certain. Il n'y a absolument pas de doute, puisque le choix de la base de départ a été complètement arbitraire. Donc on sait que ça va marcher. Écoutez, faites-le, c'est des petits calculs trigonométriques sympathiques. Là, je ne peux plus retrouver l'erreur, donc on va pas recommencer. Donc, amusez-vous. Alors, discutez le résultat d'une expérience de Stern-Gerlach pour laquelle un faisceau d'atomes de spin 1,5 se propageant dans la direction OZ est d'abord mesuré dans la direction OX, donc d'abord dans la direction OX, puis selon la direction OY, et à nouveau dans la direction... Ah non, pardon. Se propageant dans la... Ok, excusez-moi. Ça se propage dans la direction Z. Et donc on a alors X, Y, Z. Et donc on met un Stern-Gerlach qui mesure d'abord dans la direction X. Donc je vais le noter Stern-Gerlach dans la direction X. Puis Stern-Gerlach dans la direction Y. Puis à nouveau, on mesure dans la direction X. Combien de fois le faisceau se divise-t-il? Même question, si le faisceau est mesuré 3 fois de suite dans la direction OX, donc l'autre cas c'est ça. Bon, bah, écoutez, je vous renvoie au cours, mais ce qu'on a fait là permet de retrouver le résultat. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre intuitivement. Si vous, donc, vous mesurez suivant X, et donc là, au début, le faisceau, enfin, les spins sont orientés dans toutes les directions possibles, donc a priori, vous allez avoir autant de fois plus. Donc à chaque fois, la possibilité, c'est plus h bar sur 2 ou moins h bar sur 2. Ceux-là dévient dans un sens et les autres dévient dans l'autre sens. Hein. C'est le principe du Stern-Gerlach, je vous renvoie au cours. Donc ici, on va diviser le faisceau en ceux qui sont passés du côté plus h bar sur 2 pour x et ceux qui sont passés du côté moins h bar sur 2 pour x. Et puis maintenant, on met un autre Stern-Gerlach, mais qu'on mesure dans une autre direction. Alors on mesure dans une direction perpendiculaire. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui là, c'est que quand on mesure dans une direction perpendiculaire, on a une probabilité de trouver plus qui est cos carré de pi sur 2, c'est-à-dire cos carré de pi sur 4, c'est-à-dire 1,5. Hein, donc on l'avait vu aussi par symétrie, on a une chance sur 2 d'avoir du plus h bar sur 2 suivant y, hein, donc, et moins h bar sur 2 suivant y, donc probabilité aussi 1,5. Et puis pareil, si on était dans moins
moins h bar sur 2 suivant x, il y a toujours un angle pi sur 2 entre les deux. Donc là, ça va se subdiviser également deux fois. Il va y avoir les plus h bar sur 2 suivant y et les moins h bar sur 2 suivant y, avec exactement la probabilité 1/1000 à chaque fois. Et puis si on remesure x, alors maintenant, si on est dans cet état-là, bien, on est plus dans une direction orthogonale à la direction où on mesure, et donc on va avoir, à nouveau par symétrie ou avec le cos carré d'état sur 2 qu'on vient de voir, on va avoir une chance sur 2 d'obtenir plus h bar sur 2 dans la direction x et moins h bar sur 2 dans la direction x. Et pareil ici, une chance sur 2 d'avoir chacun des deux résultats, et là une chance sur 2 d'avoir chacun des résultats, une chance sur 2 d'avoir chacun des deux résultats. Donc au bout du compte, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 puissance 3 tout simplement, ça se divise par 2 à chaque fois, et donc 2 puissance 3 égale 8 faisceaux différents. Alors le premier, celui du haut, il a dévié vers le haut suivant x, puis vers le haut suivant y, puis vers le haut suivant x. Après l'autre, vers le haut suivant x, plus... pardon, pas vers le haut suivant y, vers la droite suivant y, et puis après, par contre, vers le bas suivant x, et puis les autres... Bref, on va avoir 8 possibilités à l'arrivée. Par contre, si on mesure x, 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 eh ben, on va se subdiviser en deux au début, parce que là, c'est aléatoire. Et puis après, si vous remesurez x alors que vous êtes dans l'état plus x, eh ben, il n'y a pas de choix, ça va redonner plus x. Donc là, il ne va plus se subdiviser. Et de même, si... Alors, il va se déplacer encore comme s'il était h bar sur 2, pas comme s'il était h bar sur 2, il est h bar sur 2 maintenant dans la direction x. Donc il continue à être à h bar sur 2. Et puis, à nouveau, h bar sur 2, donc il va dévier vers le haut, suivant x, on va dire x c'était quel, oui, donc il va dévier vers la gauche, et à nouveau vers la gauche, et à nouveau vers la gauche, et lui il a dévié à droite, il va à nouveau dévier à droite, puis à nouveau à droite. Je ne sais pas, on peut représenter, pour finir, parce que c'était la dernière question, on peut représenter donc ce qu'on observe, si après on regarde ce qui arrive comme ça, mettons sur un écran, ici. Alors donc l'écran je le regarde par ici, donc c'est-à-dire x est comme ça et y est comme ça. Donc dans le premier cas ici, je vais avoir alors le premier x m'a amené plus h bar sur 2 de ce côté-là, plus h bar sur 2 de ce côté-là. Puis après on a mesuré y, donc chacun a été subdivisé en une tâche là pour lui, et une tâche là pour lui. Et après, on remesure x. Donc, lui a été ramené, donc je vais le mettre en rouge, le résultat final. Lui, il a été ramené suivant x, alors à moins h bar sur 2 ou plus h bar sur 2. Lui, moins h bar sur 2 ou plus h bar sur 2. D'ailleurs, ils vont se superposer ici, donc il y en aura 2 fois plus. Lui, à nouveau, moins h bar sur 2 ou plus h bar sur 2, et lui, moins h bar sur 2, donc il y aura 2 fois plus là, et plus h bar sur 2. Donc en fait, je ne vais pas avoir 8 tâches, je vais en avoir que 6 parce qu'il va y avoir 2 fois la même. Mais elle va avoir une intensité double. Au total, évidemment, le nombre de particules se conserve. Donc vous avez toutes les particules qui sont réparties en 8 tâches qui n'en sont que 6, avec donc une double intensité ici et ici. Bon, c'est rigolo. Et par contre, dans l'autre cas, donc x, y. Alors si vous mesurez que la composante x, donc vous ne faites dévier que dans la direction x, eh bien, au premier coup, vous allez arriver à plus h bar sur 2, je vais remettre du violet, plus h bar sur 2, moins h bar sur 2, donc la première étape est exactement la même, c'est celle-là. Et puis après, le plus h bar sur 2, il est encore plus h bar sur 2, il va s'éloigner de la même quantité, et puis lui de la même quantité à gauche, et puis ensuite une troisième fois, et donc on va obtenir 2 tâches d'égale, donc une tâche là équivaut à 3 ici, donc la moitié va là, et puis ça continue, donc on a bien ici la moitié des particules ici, la moitié des particules là, tandis qu'ici, on a donc 1/8 ici, 1/8 ici, 1/8 ici,
1 huitième ici, et 2 huitièmes, c'est-à-dire un quart ici et là. Et si on fait la somme de 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième plus un quart plus un quart, ça fait 1. Voilà, c'est beau. Bon, je crois que c'était la dernière question de cet exo. Oui. Bon, je vais m'arrêter là. On verra la suite la prochaine fois. Donc le prochain exercice, c'est spin et champ magnétique, et ensuite les états intriqués de spin. Ça, c'est toujours des choses assez amusantes. Voilà, donc révisez bien, hein, entraînez-vous, refaites le calcul. Donc, le calcul qu'on a raté là, j'espère que vous, si vous le faites, vous réussirez. Et donc à très bientôt pour la suite de ce TD. Au revoir.